Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, le tourisme dans tous ses états dans Éco-Débat. Tout de suite, l'édito. Le blé demande du soleil, la betterave demande de la pluie. C'est pratique, ça permet aux cultivateurs, quel que soit le temps, de pouvoir se plaindre du temps. C'est en résumé la situation du tourisme aujourd'hui. On se plaint, mais en vain. Tantôt, les chiffres donnent espoir, mais vient alors un objectif qui tarde à se faire apercevoir. Cette vision 2020 qui touche à sa fin. Mettez de l'eau dans votre vin, cela devrait être le slogan des présentations de chaque fin de saison. Car oui, le nombre de nuitées ne sont guère en déclin. Les derniers chiffres officiels, fièrement dévoilés à la presse, révèlent ainsi que sur les 7 premiers mois de l'année, l'hospitalité du royaume a séduit 7 millions de touristes, 7% de plus qu'en 2017. Bonne nouvelle, dira-t-on, pour ce secteur qui pèse 7% du PIB national. Les plus superstitieux diront que nous avons ici beaucoup de chiffres 7. Un porte-bonheur ? Non, hélas. Simple et pure coïncidence. Enfin, je crois bien. Car le tourisme aujourd'hui n'a pas besoin de superstition, encore moins de poudre de perlimpinpin, sans citer certains. Ni pessimisme, ni négationnisme, mais réalisme et constat certains que nous résumerons en quelques questions. Tout d'abord, comment, avec une progression à 2 chiffres du nombre de touristes qui ont visité le Maroc, eh bien les recettes n'affichent qu'une timide hausse d'1%. Quelles sont les méthodologies appliquées pour établir ces chiffres officiels ? Pourquoi, malgré les millions de dirhams investis en études, audits et autres enquêtes d'opinion, on a failli à redonner au tourisme marocain ses lettres de noblesse ? Et en parlant d'échecs, le business model du plan Azur ou celui de Biladi a-t-il été pensé en adéquation avec les résultats des dites études et enquêtes d'opinion diligentées pour mémoire par le ministère de tutelle ? Et il est difficile de voir le verre à moitié plein pour cette vision 2020 puisque même en termes d'investissement, le constat de la Cour des comptes n'est pas anodin. 1, c'est le taux maigrichon des réalisations des contrats programmes régionaux de cette stratégie, 1% seulement. Sans parler d'un rapport encore plus alarmant, celui du COMEX, du comité d'experts, entendez le comme cela, et qui résonne comme un ultime alarme, ou une ultime alarme, puisque on est dans le questionnement. Cette dernière attise ma curiosité, et celle de mes confrères de la profession aussi. Pourquoi donc le ministère de tutelle, bien que sa tutelle englobe aujourd'hui bien des départements, refuse de réagir bien qu'on lui ait laissé le temps de se mettre dans le bain ? Des questions parmi d'autres dans le carnet de voyage d'un secteur sous perfusion et qui engloutit des milliards. Place au débat. Et pour parler tourisme ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Éco-Débat Fawzi Zemrani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président général de la Confédération nationale du tourisme. Bienvenue. Merci à vous. Et à ses côtés, Wissal Gharbaoui. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CNT, de la Confédération nationale du tourisme, mais aussi et surtout membre de ce COMEX, du comité d'experts, qui fut derrière un rapport donc, qui a remué les douleurs de ce secteur du tourisme. Bienvenue Absolument. à vous aussi. Merci. Et puis le confrère du magazine Tel Quel qui vient de publier un dossier brûlot sur le tourisme, Mehdi Michbel. Bonsoir. Bonsoir Khalid. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Éco-Débat. Je partage. Alors, tout d'abord, juste, je m'adresse à Fawzi Zemrani. En préparant cette émission, nous avons été confrontés à un refus de participation de la part de plusieurs acteurs parce qu'ils ne voulaient pas tout simplement être autour de la même table que d'autres confrères. Pourquoi autant de divisions, voire d'animosité au sein de cette corporation touristique, M. Zemrani ? Malheureusement, le secteur il a cette particularité, c'est qu'il attise les égos des uns et des autres. Et on vient de traverser une période pleine de turbulences, juste avant le changement de bureau. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui un nouveau bureau à la CNT, avec un nouveau président qui ont été reconduits, bien sûr. Toute la période. Donc il n'y a pas eu réellement de changement finalement. Si, il y a eu des changements dans les instances qu'on a mis ensuite. Parce que de toutes les manières, il y avait les élections étaient ouvertes et en fait, on a dû y aller contraint et forcé parce qu'il n'y avait personne qui devait y aller. Donc, il faut bien que quelqu'un s'y colle à un moment ou à un autre. Il ne faut pas que les rats filent le bateau. On est en pleine période aujourd'hui de turbulence, donc il a fallu reprendre les choses et les reprendre en main et reconstituer une équipe et repartir sur de bons pieds.
Que des gens ne veulent pas venir ou ne veulent pas croiser le fer, comme on voudrait le dire, ça se comprend. Tout simplement confronter d'autres confrères de la même profession, du même secteur. Ça se comprend, mais on le fait normalement au sein de nos instances. Il y a des gens qui ont préféré sortir des instances et aller ailleurs, et donc c'est quand même difficile de se voir. Si on veut se voir, il faut qu'on se voit au sein de la même famille, pas en extérieur. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous nous trouvez, nous, en face de vous aujourd'hui, puis peut-être que vous aurez les autres par la suite qui viendront vous voir. Non, mais là n'était pas ma question, Fawzi Zmelani, mais on le sent, il y a de véritables frictions, des tensions palpables entre les acteurs du secteur. C'est un constat que nous-mêmes, nous avons relevé en préparant cette émission, tout simplement. Et que nous, pourquoi autant de tensions? Pourquoi il n'y a pas, tout simplement, peut-être une union pour justement porter vos doléances vers le ministère, en l'occurrence? Vous avez entièrement raison, et nous déplorons cette situation. Nous ne l'avons pas voulu, donc on souhaiterait que tous les gens se mettent autour de la table et qu'on puisse travailler ensemble. La CNT œuvre en ce sens, et les portes sont toujours ouvertes pour qu'on puisse discuter, mais de façon constructive avec ces personnes-là. Très bien. Je me tourne vers Mehdi Michbal, rédacteur en chef à Tel Quel. Donc vous représentez le média qui a publié ce dossier, qui revient sur les dysfonctionnements, les couacs de ce secteur touristique, de cette vision 2020, avec quand même ce titre. 20 ans d'échecs. Que des échecs. Oui, mais c'est un titre qui reflète la réalité des choses. Et ce n'est pas un titre subjectif, on va dire. C'est basé sur des chiffres et sur un rapport qui a été conçu par un comité d'experts dont font partie Mme Wissad et Fawzi Zmelani, avec d'autres professionnels du secteur, et qui tirent ce constat d'échec. En fait, l'histoire de ce dossier n'a pas commencé avec ce rapport du comité d'experts. Qu'on explique bien les choses. Le premier prétexte d'actu, c'était le rapport de la Cour des comptes, qui a quand même tiré des constats alarmants sur les stratégies sectorielles, le secteur du tourisme, etc. Donc on a lancé ce travail des réceptions du rapport de la Cour des comptes. Et les journalistes qui ont travaillé sur le dossier, qui sont mes amis et camarades Elsa Voltaire et Bilal Mousjid, en cours de route, ils se sont rendus compte qu'il y a un rapport d'experts, qu'il y avait un comité d'experts. On n'était pas du tout au courant de l'existence de ce comité, ni de ce rapport. Il me semble qu'il était pris il y a quelques mois, Mehdi, et qu'il vient d'être dévoilé, n'est-ce pas? Oui, parce que ce point peut-être a posé problème, on va en parler. Mais donc c'est en cours de route que nos journalistes se sont rendus compte qu'il y avait un comité d'experts qui travaillait sur le sujet et qu'il avait finalisé son rapport. Nos journalistes ont fait leur travail, ils ont eu une copie de ce rapport qui devait, selon plusieurs personnes, oui. J'ai travaillé sur le dossier la saison dernière d'Éco-Débat. Donc on a eu ce rapport qui tire ce constat, qui fait un petit peu le diagnostic des politiques sectorielles depuis 2000 jusqu'en 2015, ça s'arrête en 2015. Et les mots qu'utilise même le rapport sont peut-être plus durs que le titre de Tel Quel. Alors, juste par rapport... On va y revenir en détail. Nous allons revenir à ce rapport tout de suite. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez eu un accès facile à l'information et aux intervenants, contrairement à moi, peut-être? L'accès facile, c'est un petit peu notre quotidien journaliste. L'accès n'est pas du tout facile aux sources. Ça n'a pas été facile pour vos confrères. Aux sources, et quand vous avez une source importante qui doit s'expliquer, je parle d'anciens ministres qui dirigeaient ce secteur quand même, soit ils ne veulent pas parler, soit ils parlent en off, en requérant l'anonymat. Et ça montre qu'il y a certaines sensibilités, certaines... Enfin, ce n'est pas un sujet facile. En tout cas pour les professionnels. Pour nous, on estime qu'on a fait notre métier. Le tourisme est un secteur essentiel pour l'économie marocaine. On va en parler en détail. Et cet échec de toutes les politiques qui ont été lancées depuis 2000-2001, c'est un petit peu un symptôme de toutes ces grandes stratégies nationales qu'on a lancées dans plusieurs secteurs et qui n'aboutissent pas, faute de mauvaise gouvernance ou faute de surdimensionnement des objectifs. Voilà. Nous allons y revenir. Wissal Gharbaoui, donc vous êtes membre du COMEX, de ce comité d'experts. Tout d'abord, qui sont les membres qui composent ce COMEX plutôt, pas du tout commerce, et comment ont-ils été choisis?
Alors, d'abord, je suis personnellement ravie de participer à cette émission, bien que mes chers confrères aient peut-être pas marqué leur disponibilité. Ce comité d'experts est composé de 10-12 experts connus et reconnus. Ce sont des chefs d'entreprise de grands groupes, notamment, qui représentent des enseignes importantes dans ce pays, dans l'industrie touristique. Ce COMEX a vu le jour à l'initiative de la Confédération nationale du tourisme en juin 2017 et une initiative conjointe avec la CGEM pour pouvoir justement faire pencher une équipe d'experts sur un travail d'analyse, un travail de rétrospective, un travail de compréhension et de vulgarisation de manière efficace et de manière objective des mots MAEX du secteur du tourisme depuis 15 à 20 ans. Il y a eu ce travail qui a pris à peu près 8 à 9 mois de discussions, de réunions très longues, de séances de travail extrêmement lourdes, avec des concentrations qui pouvaient démarrer de 9h le matin à 22h le soir, avec certains qui venaient de Marrakech, d'autres de Casablanca, d'autres d'Agadir et d'ailleurs. C'est vous dire la représentativité à l'intérieur de ce COMEX qui, aujourd'hui, a le mérite d'avoir mis le doigt sur un certain nombre de sujets qui sont réellement importants. Maintenant, moi, concernant l'échec de la vision ou le titre électrochoc de l'émission d'aujourd'hui, moi, j'aimerais juste qu'on fasse du dossier. Le tourisme marocain en péril. En péril, c'est pas un petit qualificatif non plus. Alors, je voudrais juste qu'on fasse le distinguo entre la vision et l'industrie économiquement parlant aujourd'hui. Lorsque les résultats, les performances économiques de ce secteur affichent des performances à 2 chiffres en 2017, en 2018... Quand vous dites performance, vous parlez de recettes ? Une croissance. Je parle de performance économique globale. On parle aujourd'hui en termes de fréquentation et donc de visibilité. Mais s'il y a fréquentation, s'il y a visibilité, mais il n'y a pas de recette, à quoi bon ? Alors après, nous sommes sur une Non, mais vous parlez de résultats économiques. Oui. La recette, elle est liée à la qualité du visiteur. La performance en termes de fréquentation, elle est liée à la quantité de visiteurs. C'est tout un débat qui a été abordé justement dans le rapport du comité des experts et qui a été abordé dans les séances de travail des experts. Parce qu'aujourd'hui, sommes-nous en train de nous orienter vers un tourisme qualitatif contributeur ou vers un tourisme des 20 millions et des 10 millions et des 15 millions de visiteurs par an. Il va falloir à un moment donné qu'on fasse un choix. Si on veut analyser la recette, ce que nous avons beaucoup recommandé dans le comité des experts, parce que c'est la réelle contribution, c'est la réelle création de valeur, c'est lorsque la recette est au rendez-vous. Aujourd'hui, je ferme très rapidement la parenthèse, vous avez de grandes capitales à l'international qui se posent réellement la question sur l'approche volume et tourisme de masse. Donc aujourd'hui, le Maroc a cette possibilité de reconsidérer un certain nombre de choix par rapport à ses orientations futures. Le travail de nos chers amis du magazine tel quel qui ont fait le dernier numéro sur la stratégie touristique ont fait une rétrospective très intéressante, un document de qualité au demeurant. Mais aujourd'hui, ce que nous souhaitons au niveau de la Confédération et des opérateurs privés, c'est donner aussi de la perspective sur ce qui va nous attendre pour les 5, 10, 15 prochaines années. Les défis sont importants, les enjeux sont encore plus importants. Aujourd'hui, cette industrie, s'il y a un échec que nous pouvons souligner, c'est que cette industrie n'a pas réussi à se positionner dans la tête des 35 millions de Marocains que nous sommes comme étant un pilier économique important. Pourquoi vous dites cela ? Parce qu'aujourd'hui, et nous en avons déjà parlé, lorsque nous parlons industrie touristique, nous avons l'impression que c'est un secteur qui s'adresse à une élite, que c'est un surplus, que c'est un luxe économique. Ce n'est pas un luxe économique. L'industrie touristique aujourd'hui est la seule capable de créer de l'emploi très vite. Et la seule capable de retrouver une capacité de relance rapide au vu des différentes mutations qui ne sont plus conjoncturelles maintenant, elles deviennent structurelles. Certaines mutations économiques, politiques, géostratégiques, elles deviennent structurelles. Et du coup, l'industrie touristique a démontré sa résilience et sa capacité de relance rapide. Donc le tourisme, moi je constate à travers cette introduction et différents échanges que nous avons qu'il attise les passions. Probablement parce qu'il a ça de particulier, d'industrialiser ce que l'homme a de plus précieux, c'est son temps libre. C'est bien beau ce que vous dites. Fawzi Zmrani, 10 millions de nuitées perdues en 15 ans. La Confédération n'a-t-elle pas pu arrêter l'hémorragie ?
Vous savez, madame, chaque jour En tout qui cas, c'est passe... ce que relève, hein, juste chaque pour rappel jour aux qui passe, téléspectateurs. c'est vraiment des chiffres et des titres pompeux. Mais la réalité, c'est que chaque jour que Dieu fait, nous perdons des nuitées. Pourquoi? Parce que le tourisme a cette faculté, c'est qu'il n'est pas stockable. Les chambres dans un hôtel, dans une pension, qui ne sont pas vendues, qui ne sont pas occupées, sont perdues. On ne peut pas stocker. Le tourisme ne se stocke pas. Donc, dire qu'on a perdu 10 millions de nuitées, moi je vous dirais qu'on a peut-être perdu beaucoup plus que 10 millions de nuitées, puisque C'est en tout cas le chiffre relevé par le rapport. chaque nuitée qui n'est pas vendue, elle est perdue de toutes les manières. C'est la raison pour laquelle, quand on s'est Mais pourquoi penché... elle n'est pas vendue? Parce que peut-être que la manière dont on a marketé notre destination, peut-être qu'aujourd'hui nous avons un des moyens obsolètes pour vendre la destination Maroc. Nous sommes aujourd'hui dans la 3e révolution industrielle. Nous sommes à l'ère du digital, à l'ère de la vente en ligne, où vous avez des prescripteurs qui sont open 24 heures sur 24. Et nous sommes encore en train de travailler avec des moyens rudimentaires pour aller chercher le client. Et puis on n'est pas tout seul sur Terre. Aujourd'hui, on a une compétitivité qui est immense avec tout le bassin méditerranéen, si ce n'est pas le monde. Et nous, aujourd'hui, on continue à travailler avec des outils d'avant. On est en train de travailler avec des agents d'avant. Il y a des métiers aujourd'hui qui sont déjà morts. Il faudra les réinventer, les mettre en place. Aujourd'hui, on est en train de s'atteler à... Mais quand vous dites il faudra, vous adressez à qui? On s'adresse à ceux qui devraient normalement lire ce rapport qu'on a fait. Et je voudrais juste revenir sur ce rapport, juste pour terminer. Non, mais il faut y revenir. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Le rapport, quand il a été fait, nous avons travaillé beaucoup dessus, il a été fait dans le but d'argumenter et de parler à qui de droit, que ce soit au ministère du Tourisme ou que ce soit au gouvernement, pour remettre le tourisme dans le mind de ce gouvernement, pour dire que c'est le seul moyen aujourd'hui, le seul levier économique et social à même de répondre à la demande de la jeunesse marocaine. Mis à part le fait qu'il est créateur de richesses, il est aussi créateur d'emplois. Vous savez que c'est le seul secteur où les gens peuvent être formés rapidement et s'atteler à la tâche, pour ne pas paraphraser quelqu'un qui a dit il faut juste traverser... On parlera de formation, M. Zmrani, mais former rapidement et puis avoir peut-être après des personnes qui ne sont pas aptes à remplir les fonctions on y arrivera. correctement. Mais aujourd'hui, vous n'avez, pour le tourisme, surtout sur certains trucs, sur certains métiers, on peut former des gens rapidement et les mettre sur le marché et commencer à travailler. Bien sûr, il y a d'autres métiers sur lesquels on peut faire. Aujourd'hui, la restauration en général, la restauration qui est un des piliers aujourd'hui de l'industrie du tourisme, que ce soit au niveau de l'hôtellerie ou dans les cafés ou dans les restaurants, elle demande beaucoup de gens et des gens qui sont peut-être au départ peu qualifiés mais qui se forment sur le tard. Et on peut faire des choses et créer des emplois qui sont des emplois qui, avec le temps, seront beaucoup plus, beaucoup plus satisfaisants, même pour celui qui le fait, que le gars qui est dans un centre d'appel, qui répond au téléphone 24 heures sur 24 ou 12 heures sur 24 et qui n'a aucun mérite à répondre au téléphone. C'est une question de rémunération aussi. Voilà, c'est une question de rémunération, mais bon, c'est quand même c'est plus barbant que quelqu'un qui rencontre des gens, qui discute avec eux, qui passe la journée avec eux. Aujourd'hui, on a besoin d'animateurs dans nos clubs, on a besoin de personnes que l'on peut former, parce qu'aujourd'hui, les professionnels le font. Alors, pour revenir à la reprise actuelle, parce qu'il y a une reprise, cette reprise est due en majeure partie parce que les professionnels, à un moment, se sont attelés en disant il faut qu'on prenne notre destin en main et il faut qu'on reparte aujourd'hui à la bataille pour récupérer des parts de marché. Ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Cette croissance à 2 chiffres sur les 2 dernières années, c'est qu'il y a une prise de conscience des professionnels pour pouvoir aller de l'avant et aller chercher les clients. Et surtout, on a été aidé, en quelque sorte, par la destination qui a été sécurisée. C'est important, parce que ce qui nous a fait le plus mal, c'est l'amalgame qu'il y a eu après les différents événements. Après mais nous avons profité aussi d'une baisse des arrivées touristiques en Tunisie et en Égypte, qui reprennent d'ailleurs. C'est faux, on n'en a pas profité. C'est en tout cas ce qui a été... Non, on n'a pas profité. C'est ce qui a été soulevé sur plusieurs annonces officielles que, effectivement, le tourisme avait baissé en Tunisie et en Égypte dans le sillage, nous le savons tous, c'est un secret pour personne, de menaces terroristes, et que le Maroc en a profité. C'est pas vrai. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'on n'en a pas profité du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même produit que la Tunisie ou que l'Égypte. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit tunisien, par rapport au produit marocain, c'est un produit beaucoup plus low cost. Mais nous avons du low cost au Maroc. Non, on n'en a pas de low cost. La vérité, c'est qu'aujourd'hui,
Le low cost, aujourd'hui, il est vendu par les plateformes collaboratives. Il est vendu sur des B&B. C'est pas du tout c'est pas du tout un produit aujourd'hui labellisé. Ce sont des gens qui rentrent, qui achètent par B&B un logement chez l'habitant ou qui achètent des trucs pas chers et qui viennent en empruntant du low cost et en empruntant des choses. C'est un système qu'il va falloir compter avec et le mettre en place. Mais le produit marocain n'a rien à voir avec le produit tunisien et encore moins avec le produit égyptien. Très bien. Donc on n'a pas du tout profité de ça. Même à un moment donné, quand il y a eu le clash entre la Russie et la Turquie, et que les Russes ont commencé à se détourner du marché turc, on n'en a pas profité sur le Maroc, on ne les a pas ramenés chez nous. Exactement. Pourtant, il y a eu des roadshows en Russie pour vendre justement la destination Maroc que vous évoquiez. Mehdi Michbel, peut-être une réaction sur ce qui a été dit, et puis aussi, pour revenir là, pour vraiment attaquer ce rapport, quels sont les faits qui vous ont, vous, marqué en tant que journaliste? Alors, ce qui marque dans ce rapport, c'est qu'on a l'impression qu'on a perdu presque 20 ans pour rien. Voilà. Et là, je pense qu'on est en train de repartir de zéro. C'est l'impression que j'ai en entendant un petit peu les professionnels. C'est qu'en 2001-2002, on lance une vision très ambitieuse. On table sur 10 millions de touristes à l'horizon 2010. On veut faire porter le PIB de 7 à 20%. On veut créer 600 000 emplois. On vend du rêve aux Marocains. 2010 arrive. Échec total, on n'atteint pas le nombre de touristes. La création de richesses ne suit pas. Les emplois qui étaient promis ne sont pas créés. Qu'est-ce qu'on fait? Rebelote, une nouvelle vision 2020, sans évaluer les échecs de la vision 2010, et on investit, on mise tout sur les mêmes choses, sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Exact. Et je vais vous donner un chiffre que je tire du rapport qui est choquant. On a construit beaucoup de lits, beaucoup d'hôtels, la pierre des résidences touristiques, etc., de l'immobilier résidentiel, etc. Et le rapport, il vient aujourd'hui, il nous dit, au Maroc, en fait, on a 100 000 lits de trop. 100 000 lits de trop qui ne sont pas occupés, qui ne servent à rien. C'est l'équivalent de 20 milliards de dirhams d'investissement privé, ce n'est pas des investissements publics. C'est 20 milliards de dirhams investis pour rien finalement. Pour rien. C'est des milliards de dirhams qui n'ont produit aucun rendement, qui n'ont pas créé de richesse, qui n'ont pas créé d'emploi. Ça, c'est un gâchis phénoménal. C'est un gâchis phénoménal. Autre chose, la vision 2020 devrait, son échéance, c'est 2020. Là, on est en 2018, donc on peut tirer un bilan. On est fin 2018, donc limite, il reste une année, 2 mois. Quoi. On nous a promis 18 millions de touristes. Des chiffres pharaoniques en termes de création de richesses, de PIB, des créations d'emplois par centaines de milliers. On est en 2018, on est à peine à 11 millions de touristes. Le PIB n'a pas bougé, les emplois n'ont pas bougé. Qu'est-ce que ça montre? Moi, je ne suis pas professionnel du tourisme, mais je ne peux pas rentrer dans les détails techniques de la Tunisie, de la Turquie. Je ne peux pas comparer. Ce qui m'intéresse, c'est le Maroc. Et le Maroc, on nous a vendu un rêve qui dure depuis le gouvernement de l'alternance et on a échoué. Donc effectivement, est-ce qu'il n'a pas dans l'esprit, comme il disait, le gouvernement n'a pas dans l'esprit ce secteur selon vous? Les gouvernements qui sont succédés. Non, c'était une priorité. C'était une priorité royale même, je vais le dire. Toutes les stratégies ont été lancées sous le patronage du roi. Et son application alors? Ce n'était pas un programme gouvernemental, c'était un programme national. Et on misait, d'ailleurs, le roi avait même utilisé au début des années 2000 un terme assez fort qui est le nouveau djihad économique et social. C'était comme ça qu'on appréhendait le tourisme, comme quelque chose, comme un projet civilisationnel qui va changer la face du Maroc et l'inscrire dans le progrès social, culturel et économique. C'était ça la promesse qui était faite. Alors, les politiques, les gouvernements successifs ont échoué. Je pense qu'aujourd'hui, on doit marquer une pause, dire qu'on a échoué. C'est ce que dit le rapport. Il ne faut pas s'en cacher. Dire qu'on a échoué. Voilà les raisons de cet échec. Et voilà ce qu'il ne faut pas reproduire. Parce que moi, j'ai l'impression, même en lisant les conclusions de ce rapport et les recommandations, qu'on veut refaire la même chose. Lancer de nouvelles études. Continuer peut-être sur les mêmes politiques. Après, on va aller
dans les détails de la vision 2010 et la vision 2020, il y a un grand gâchis économique. Et on a un intervenant ici dans le dossier qu'on a publié à tel quel qui qualifie ce qui s'est passé pendant les 20 dernières années dans le secteur du tourisme comme le plus grand gâchis économique du Maroc de ces 15 dernières années. Et le terme est mesuré. C'est le plus grand gâchis économique. C'est dire qu'il y a urgence aujourd'hui. Messieurs, dames, je vous propose de continuer le débat juste après cette courte pause. Merci, à tout de suite. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à la crise que traverse le secteur du tourisme et notamment après ce rapport qui, on peut le dire, a fuité. Ce rapport du COMEX, du comité d'experts, qui a fait des études pour prouver justement l'hémorragie qui touche ce secteur vital qu'est le tourisme. Je m'adresse à l'une des personnes, une des membres de ce COMEX. Alors, Madame Arbaoui, pourquoi ce rapport est-il resté confidentiel? Parce qu'il est prêt depuis quelques mois. J'ai moi-même travaillé sur une émission qui devait se faire la saison dernière, qui n'a pas pu se faire parce que d'abord, je n'ai pas pu avoir accès à ce rapport. Et puis, jusqu'à maintenant, il n'est pas vraiment... Alors, il est vrai que ce rapport, la genèse de cet exercice au départ a été de conclure ce rapport et ce travail, et ensuite de le partager avec les opérateurs, donc le secteur privé à travers la Confédération nationale du tourisme. Et ensuite, ça s'est fait quand? Alors, il y a eu un comité de pilotage qui s'est fait au cours du début de l'été. Je crois que c'était au mois de juin, il me semble, ou au mois de juillet. Et ce rapport donc a été partagé et il devait donner lieu à une réécriture d'une feuille de route ou d'une orientation stratégique ou d'une correction, on va dire, d'un cap à court moyen terme pour que l'on puisse y faire adhérer aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés de manière à regarder tous dans le même sens. Mais pas l'opinion publique. L'opinion publique, oui, et par la suite. Il a fallu. Alors, c'est un rapport, Sim Chibel peut le confirmer, qui est extrêmement technique, très chiffré. Il n'est pas raisonnable de le partager en l'état avec l'opinion publique. Nous allons créer encore via plus les de médias, confusion. peut-être. Nous allons créer davantage. Oui, mais même via les médias, nous aurions créé davantage de confusion. Et il ne serait pas utile aujourd'hui Alors pourquoi le diffuser aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi aujourd'hui? Je ne prends pas la responsabilité de la diffusion de ce rapport, absolument pas, ni en mon nom personnel, ni au nom de la CNT, ni au nom du COMEX. Donc encore une fois, des divisions au sein de... Non, ce n'est pas une question de division, c'est une question de prise de responsabilité ou pas. Qui a pris cette responsabilité? Je l'ignore, madame. Très bien. Ensuite, ce rapport-là, son objectif n'était pas de venir faire du voyeurisme sur ce qui va ou ce qui ne va pas, ou à qui la faute, ou de chercher un coupable. Le rôle de ce rapport était de mettre le point et de souligner les défaillances, les discordances, les manquements qui ont marqué la vision stratégique de l'industrie touristique sur les 15 dernières années et de proposer surtout des solutions, des réflexions constructives, objectives et efficaces que nous aurions dû, que nous allons rédiger avec le secteur privé pour pouvoir proposer au secteur public un projet commun que nous allons, je l'espère, nous formons le vœu de le porter tous ensemble pour les 3-5 prochaines années, de manière à pouvoir dépasser ces incompréhensions qui sont multiples et variées autour de ce secteur. On est au-delà des incompréhensions. Là, nous sommes vraiment dans des résultats qui ne sont pas très reluisants. Alors, justement, ce rapport, revenons à ce rapport. Parmi les chiffres qui ressortent de ce rapport, il y a ce chiffre de 20 milliards de dirhams évaporés que vous citiez tout à l'heure. Beaucoup de pertes d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas eu de contrôle? Est-ce qu'on ne sait pas où cet argent est parti aujourd'hui? Alors, il est vrai que la vision de 2010 et celle de 2020 a fixé un certain nombre d'objectifs chiffrés avec beaucoup d'ambitions qui porteraient presque à croire que nous avions une vision romantique de l'industrie touristique. Et aujourd'hui, l'exercice a démontré la limite de ce chemin de pensée. D'abord parce que la vision, lorsqu'elle a été écrite en 2010, le Maroc manquait d'expérience dans le déploiement de visions stratégiques de grande envergure sur certains secteurs.
Ensuite, parce que l'expertise locale n'existait pas, les grands opérateurs locaux marocains n'étaient pas encore comme ils le sont peut-être aujourd'hui, 15 ans plus tard. Il a été donc fait appel à des opérateurs internationaux qui, bien sûr, dès la première crise économique de 2008, ont montré la limite de leur capacité d'implication. Vous savez, une vision, elle a besoin de 3 ingrédients. D'abord, elle est faite pour donner une impulsion, pour donner un cap, pour donner une dynamique. Ensuite, elle a besoin d'un certain nombre d'ingrédients pour qu'elle fonctionne bien. L'un des ingrédients majeurs, c'est la mobilisation de tous, c'est l'adhésion et la compréhension. Alors, la compréhension, je pense que l'exercice a été très, très bien fait. La mobilisation, elle est discutable et l'adhésion, elle est tout aussi discutable. Parce que l'industrie touristique ne peut pas se faire toute seule dans des bureaux avec des visions. Aujourd'hui, les opérateurs économiques qui créent de l'emploi et payent des factures et des impôts chaque fin de mois ne veulent pas nécessairement rentrer dans la technicité des rapports d'experts et autres. Ils veulent savoir à la fin de ce mois comment ils vont payer leurs employés, comment ils vont payer leurs charges et leurs impôts. Est-ce que ce rapport a été présenté aux autorités de tutelle ? Il devait l'être. Il devait l'être. Il y a un agenda qu'il va falloir. Il devait l'être il y a quelques mois. Il devait l'être cet été. Et puis il devait l'être cet été. Ça n'a pas encore été fait. Ça devra se faire. Ça devra se faire pour pouvoir sortir justement avec une vision commune. Mais évidemment, je ne réponds pas des intentions non, mais des je voulais pouvoirs juste publics. savoir je voulais juste savoir, plutôt avoir la réaction l'autorité publique a été sollicitée pour pouvoir justement partager ce travail-là de manière à ce qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Vous parliez de vision, de compréhension, d'application, en tout cas toutes les étapes pour construire une vision. Il y a parmi ces visions-là, parce qu'il y en a plusieurs dans cette vision 2020, il y a ce plan Azur, et il y a aussi ce plan Biladi, Fouzi Zmrani. Pourquoi c'est un flop aujourd'hui ? Pourquoi ça fait pchit, ce plan ? Vous parlez de quoi ? De quel plan ? Le plan Biladi. Plan Biladi. Pensé il y a 10 ans, mais... Le plan Biladi, quand il a été pensé et réfléchi, vous savez, les choses dans le tourisme évoluent très vite. On peut avoir une idée sur quelque chose et elle devient obsolète 2 ou 3 ans après. Mais on ne peut pas s'adapter dessus. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est quand même assez technique et franchement, ce que nous avons vécu dans les dernières décennies était prévisible pour quelques-uns, dont je fais partie, mais pour d'autres, c'était un dogme, il fallait faire de telle manière et de telle manière. Pour revenir à l'histoire des 100 000 lits, on a dit on a fait 100 000 lits, mais parce qu'il y a 10 ans de cela, on nous disait il faut avoir la taille critique. Lorsque les tour-opérateurs venaient et qu'on leur disait nous avons des stations avec 35 000 lits, 30 000 lits, ils disent monsieur, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai besoin d'avoir 100 000, 200 000 lits pour pouvoir mettre mes avions et déployer ma force. Mais est-ce que vous avez un gage peut-être que non, si nous vous donnons, je dis peut-être n'importe quoi, mais si nous vous donnons ces 100 000, est-ce que vous allez nous les remplir ? Mais bien sûr, c'est ce qui était prévu. Donc vous avez des gages avec les tour-opérateurs ? C'était des gages avec les tour-opérateurs qui vous disent moi monsieur, je viens avec ma flotte, vous me donnez tant de capacité. Mais il a fallu les faire. Donc on s'est attelé à ce moment-là à faire de la capacité. Et aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que cette capacité, on n'arrive pas à la remplir. Et on n'arrive pas à la remplir parce qu'on n'a peut-être pas les bons moyens pour aller faire la promotion, pour ramener les clients chez nous. Mais pourquoi les clients étrangers ? Je parle du plan Biladi, Fouzi. J'arrive à Biladi. Je vous explique, de m'avoir posé la question sur les deux. On arrive à Biladi. Lorsqu'on a conçu le plan Biladi, on a pensé aux Marocains à qui il fallait faire un produit dédié. Donc des stations Biladi sur lesquelles je me suis moi-même élevé dans le temps et je l'ai écrit, vous le trouverez quelque part sur les écrits que je fais, ça fait 10 ans que je traite de ce sujet-là, surtout le tourisme interne. On a voulu absolument créer des stations Biladi. Et je me suis élevé en disant on ne va pas parquer les Marocains dans des stations tout seuls et mettre les touristes dans l'autre. Il faut mélanger les deux, il faut un mix des deux. L'avenir a donné raison, parce qu'aujourd'hui, le Marocain, quand il part en vacances, il n'a pas envie de se retrouver avec son voisin et ceci, cela, il a envie de voir du monde. La preuve, chaque année, les Marocains quittent le Maroc pour partir en Espagne. Pourquoi ? Pour trouver d'autres personnes, pour voir d'autres personnes et vivre autrement. Ça ne tient qu'à vous. Non, ça ne tient pas qu'à moi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Espagne ne coûte pas moins cher ? Ce n'est pas une question financière. Monsieur Zmrani, soyons honnêtes. On ne va pas sauter du coq à l'âne, Madame Khadija. Non, je ne saute pas du coq à l'âne. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je ne saute pas du coq à l'âne. C'est un suivi de votre discussion. Vous dites que les Marocains choisissent d'aller en Espagne parce qu'ils veulent voir d'autres têtes. Et parce que ça ne coûte pas moins cher. Vous permettez ? Non, mais vous permettez ? Je vous en prie. Merci. Donc le plan Biladi, il était conçu pour mettre des stations. Or, ces stations, elles étaient toutes prévues
à l'extérieur des villes. Est-ce que vous voyez, vous, des Marocains qui veulent aller dans des stations situées à 30 km de Marrakech, à 25 km d'Agadir, ou ceci ou cela? Ce n'est pas le but. On s'est élevé dans le temps, disons, ces stations-là, il faut les arrêter. Il faut donner aux Marocains les mêmes produits que recherchent les touristes, et il faut justement travailler sur le prix. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Marocain ne lui permet pas de consommer le produit marocain. Très bien. Et on a fait du travail en ce sens. Mais le résultat fait que les Marocains partent en Espagne. Non, mais pas tous. Ceux qui partent en Espagne, c'est ceux qui ont les moyens d'abord d'avoir un visa pour partir en Espagne, parce qu'on ne peut pas partir du jour au lendemain, il faut avoir les moyens. Donc, ils font partie de cette élite aujourd'hui qui peut avoir un visa et qui peut partir et qui a des devises à aller dépenser à l'étranger. Ce n'est pas la majorité des Marocains. Je pense, quand vous dites élite. Je vous assure, madame, aujourd'hui, allez voir juste devant les consulats les gens qui font la queue pour obtenir un visa ou dans les nouveaux. Bon, bref, pour ne pas sortir du sujet, et Kounos Biladi alors? Alors, Kounos Biladi. Kounos Biladi, l'idée a été lancée en 2002 par le ministre Adil Douili. Nous avons travaillé sur ce concept pendant des années, on l'a fait évoluer jusqu'à la dernière version qui date maintenant de 3 ans, où on s'est dit, aujourd'hui, les Marocains veulent consommer comme tout le monde, ils ne veulent plus aller acheter des produits, il faut qu'ils les trouvent sur le net. Et on a mis en place une petite plateforme qui s'appelait kounisbiladi.ma, sur laquelle on a demandé aux acteurs du tourisme, hôteliers, agents de voyage, de mettre des offres en ligne pour que les Marocains puissent acheter. Cette initiative, elle a été couronnée de succès pendant 1 mois ou 2. Mais après, la chose s'est évaporée. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on a mis cette plateforme dédiée aux Marocains, on a introduit dans cette plateforme, et ça c'est une erreur monumentale de l'Office national marocain du tourisme dans le temps, on a introduit Booking dedans. Donc les gens, au lieu de passer par la plateforme, ils passaient par Booking. Or, quand vous rentrez sur Booking et vous cherchez un hôtel à Essaouira, vous tombez sur d'autres destinations et vous allez acheter ailleurs et votre argent part ailleurs. Et le pire dans tout ça, c'est que les Marocains qui passaient par cette plateforme, Booking, on était obligés de payer à Booking une commission de 20% en devise sur des Marocains qui consommaient un produit marocain au Maroc. Donc du coup, l'opération Kounos Biladi et cette plateforme a été un flop total. On n'a pas, et jusqu'à maintenant, nous restons persuadés que le moyen de remonter la pente, le Marocain a juste envie de consommer la même chose que le touriste. Il n'a pas envie de traiter différemment. Aujourd'hui, le Marocain veut avoir les mêmes moyens et veut avoir les mêmes facilités que peut avoir un touriste pour pouvoir voyager. Et surtout les mêmes prix, parce que les prix qui sont appliqués aux touristes ne sont malheureusement pas appliqués aux touristes locaux. Non, mais détrompez-vous, parce qu'aujourd'hui, sur les plateformes telles que Booking and Company, moi j'ose le dire, il y a certaines personnes qui ne veulent pas prononcer le nom. Aujourd'hui, sur cette plateforme, vous avez une transparence, c'est-à-dire que le client, quand il rentre, il trouve le prix de l'hôtel à Marrakech et le prix de l'hôtel à Barcelone, et il a aujourd'hui des comparateurs. Donc c'est en fonction des comparateurs qu'il peut voir où il va. Alors, comment ça se fait que sur certaines destinations, on est compétitif par rapport aux touristes, et c'est juste pour les Marocains, le Maroc est. Je parle de l'offre qu'on donne que les tours opérateurs. Vous êtes vous-même à la tête d'une agence de voyage, donc vous comprenez très bien le fond de ma pensée. Je me tourne juste vers Mehdi Michbel, si vous le permettez, M. Zmrani. Le plan Azur. Alors, parce que, bon, en plus, le rapport que vous avez, il est en bleu. Donc, le plan Azur aujourd'hui, donc c'est un échec. Si vous deviez évaluer plutôt cet échec, est-ce que c'est un échec total? Est-ce qu'il y a eu... c'est un échec total. Pourquoi, selon vous, Mehdi Michbel, sachant que vous avez bien étudié le rapport? Alors ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin d'être expert pour le savoir. Le plan Azur prévoyait la construction de 6 stations balnéaires, à l'image de ce qui se fait en Égypte, Sharm el-Sheikh. On voulait construire 6 Sharm el-Sheikh au Maroc, en même temps, dans un petit laps de temps. C'était lancé en 2001, n'est-ce pas? 2001, on est en 2018. Il y a combien de stations qui sont sorties de terre? Il y a Saïdia, c'était un grand scandale. Saïdia avec quelques hôtels qui ne sont opérationnels que 3 ou 4 mois dans l'année. Il y a Mazagon, première tranche, mais bon, ça reste, c'est un hôtel, c'est pas une station balnéaire. Ce ne l'est pas, non. La station Lixus de l'Arrache. Où est-elle? La station Terezout, où est-elle? Mogador, il y a un hôtel, un golf. Mais est-ce que c'est une station balnéaire comme nous promettait le plan Azur? Donc c'est un échec
totale. Pourtant, il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Hein. Beaucoup d'argent investi, beaucoup d'investisseurs 15 qui se sont milliards. désistés, beaucoup de dettes, puis ça se transfère vers le secteur financier, puis ça devient une crise financière, une crise sociale. Bon, il y a un effet domino, on va en parler, mais je voudrais revenir sur une chose, parce que cet échec du tourisme, il nous montre un petit peu, c'est comme un petit cas d'école de tout ce qui ne va pas dans le pays. Parce que dans le rapport, on voit par exemple sur cette question des surcapacités des hôteliers qu'on pousse à construire de nouveaux hôtels, de nouveaux lits, alors qu'il n'y a pas de clients en face. C'est comme si vous construisez des usines à gaz qui produisent des choses qui ne sont pas vendues. Le rapport dit, les experts disent que les professionnels du tourisme ont alerté les autorités dès 2004 sur ce phénomène, en disant que ce n'est pas la peine de construire de nouveaux lits. De toutes les façons, il n'y a pas de clients pour remplir ces chambres. Et donc, il faut arrêter ça. Mais pourquoi ils continuent à le faire? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer mon raisonnement. C'est juste un questionnement. Donc, alerte en 2004, on ferme les yeux, on n'entend rien, on continue dans la même politique. 2010 arrive, c'était le moment pour faire un bilan, lancer une nouvelle vision qui était la vision 2020. Alors, on attend la vision 2020. Parmi les choses qui sont les axes stratégiques de cette vision, construire 200 000 nouveaux lits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'autisme politique. Qu'on soit alerté par les professionnels sur une situation et des données qui sont claires et simples. On est en surcapacité, les taux d'occupation baissent. Alors on est arrivé, d'ailleurs le rapport il dit il y a plusieurs destinations qui seront bientôt en faillite parce que les taux d'occupation sont inférieurs à 30%, ou 35%. Il n'y a que Marrakech et Casa qui se maintiennent un petit peu, mais tout le reste c'est un désastre. Et on continue de construire de nouveaux lits. Donc ça, je l'interprète comme de l'autisme politique. Et quand on fait un rapport qui est très bien, qui est excellent, qui est magnifique, ce rapport des experts, quand il est réalisé, on le cache, il est confidentiel. Et quand des journalistes qui sont Bilal Mousjid et Elsa Walter arrivent à avoir ce rapport, un autre quotidien de la place a eu une copie aussi. On n'est pas dans la course à qui le premier, mais je veux dire, non, c'est juste pour préciser. Et quand les médias arrivent à avoir ce rapport et le vulgarisent, parce que nous, on a essayé de vulgariser. Je pense que notre dossier n'est pas... Tout le monde peut le comprendre, il n'est pas technique. Et puis, on nous accuse de... On nous dit que c'est une tentative de tuer une démarche positive. Positive. Encore une fois, une démarche positive. Qui vous accuse de ça? Non, je ne vais pas citer des noms aujourd'hui. Non, mais personne. Non, je ne vais pas citer des noms. Mais la fuite, vous, tout à l'heure, avant qu'on rentre, ce rapport ne devait pas fuiter. Et notre travail, justement, c'est de chercher l'information. Et quand cette information est crédible et bonne, comme ce rapport, de la publier. Les Marocains... Nous espérons seulement les que Marocains, la feuille de route... Oui, mais ça, c'est un problème Nous espérons seulement que la feuille de route ait le même écho que ce rapport, que la feuille de route qui sera rédigée dans les prochaines semaines et qui sera présentée fasse le même écho. Là, la seule chose que nous souhaitons dire en tant que coopérateurs concernant le travail qui a été fait, que nous saluons parce qu'il a mobilisé énormément d'énergie et de neurones pendant plusieurs mois. Il y a des gens qui ont pris sur leurs vacances, sur leur temps personnel pour pouvoir sortir ce rapport. D'abord, il ne contient rien que le commun des mortels ne sache déjà. Après, nous avons dû le structurer dans une démarche explicative, dans une démarche analytique, dans le but d'en faire un travail qui donne de la vision pour les prochaines années. Le but de ce rapport n'était pas de créer de polémique ou de chercher une tête à couper. Il a été fait pour pouvoir constituer une base de travail pour construire l'avenir. Fin de l'histoire concernant ce rapport. Maintenant, sur ce qui est de la vision... Non, mais Khadija, il faut que je continue sur ma... Si vous voulez réagir, je vous en prie, Mehdi. Non, parce que les Marocains ont droit de savoir ce qui se passe. Évidemment. C'est un secteur essentiel, vous le dites. C'est la raison un peu de la tenue de cette émission. Qui emploie 500 000 personnes. Qui rapporte 60 milliards de dirhams à la balance des paiements, qui est lourdement déficitaire. Et Dieu sait combien on a besoin de devises. Qui a un effet d'entraînement sur une dizaine de secteurs de l'économie, du transport, la restauration, les entreprises d'animation, les voyagistes, etc. Donc c'est un secteur très important. Évidemment. Très important. Donc on ne peut Et moi, pas, j'aurais espéré que ce comité d'experts fasse une grande conférence
pour présenter les résultats de ce Ça rapport. en valait la peine. Bien sûr Vraiment. que ça en vaut la peine. Wissal Gharbawi, Bien vous sûr avez que ça en occupé vaut la le poste de chef de cabinet de deux ministres, Mohamed Boussaïd et Hassan Haddad en l'occurrence, qui ont travaillé sur beaucoup de stratégies pour le tourisme. Vous avez donc été très proche de beaucoup de dossiers. Pourquoi les couacs? D'abord, je ne parle pas aux membres ou à la membre du COMEX. Non, sincèrement, je ne souhaite pas répondre au nom des politiques de l'époque qui étaient des politiques. Je parle de votre expérience professionnelle. Sur l'expérience professionnelle, on va revenir indépendamment de mes positions passées au sein de l'administration du tourisme. J'appartiens à la famille de l'industrie touristique depuis plus de 25 ans. Et donc, j'ai eu ce privilège de pouvoir faire un peu l'ensemble de connaître un petit peu l'ensemble des facettes de cette industrie. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure d'un point essentiel, vous avez évoqué l'échec de la vision Azur, entre guillemets. 6 stations en one-shot. Je voudrais juste revenir à cela parce que vous dites que les gouvernements qui se sont succédés ont fait la sourde oreille aux professionnels. Vous en faites partie et vous avez été proche justement des décideurs. Non, si. d'abord, laissez-moi revenir. C'est juste la un vision Madame 2010 Gharbawi. a été rédigée en 2001. La vision 2010 a été rédigée en 2001. Présentée en 2001 et signée en 2001. Alors, dans le déploiement de cette vision, il y a eu la période 2002-2007, d'accord, où il y a eu un autre gouvernement, c'est le gouvernement d'El Sejto. Et à la tête du département, il y avait Adil Douiri à l'époque. Lorsque cette vision stratégique a été présentée, elle a d'abord, évidemment, a été brillamment marketée. Et donc, l'un des effets pervers d'une vision hyper bien marketée, c'est qu'elle attise des appétits. Elle a attisé l'appétit du monde de l'immobilier. Ce que dit le rapport, c'est qu'il y a eu d'abord un engouement vers la construction et vers la pierre, pendant que, ce que disait Sizmrani tout à l'heure, le secteur, lui, il ne reste pas stagnant, il évolue. Les habitudes évoluent, les marchés évoluent, la demande évolue, le type d'investisseur évolue. Vous savez, on ne décrète pas l'investissement. Dans aucun pays au monde, on ne décrète l'investissement. Ça ne se décrète pas. L'investissement est un acte spontané qui répond à un environnement, qui répond à un certain nombre de critères. La problématique aujourd'hui, par rapport à cette question d'investissement que nous avons longuement abordée au niveau du comité des experts, c'est de répondre à la question de la rentabilité. Lorsque vous avez une destination qui fait entre 49 et 52% de taux d'occupation moyen, vous êtes en droit de vous interroger sur le potentiel de rentabilité des investissements nouveaux. Mais alors, ces ministres auprès desquels vous avez travaillé ne se sont pas posés ces questions, Madame Gharbawi? Mais n'importe quel ministre, enfin, disons des choses raisonnables, n'importe quel ministre ne peut pas dire j'arrête l'investissement, ça n'existe pas. Non, mais je n'arrête pas, je le réoriente peut-être. Nous ne parlons pas d'arrêt. Nous faisons partie d'une économie de marché. Aucun gouvernement, nulle part dans un pays qui se respecte, ne peut ni orienter, ni stopper, ni freiner l'investissement, ça n'existe pas. Je dis réorienter, Par contre, la règle économique dominante, c'est que l'investisseur lui-même, il prend ses décisions. C'est lui-même qui régule, qui oriente tout seul. Nous avons fait de cette stratégie une feuille de route qui donne le cap, qui donne le là et qui explique quelle est l'importance de ce secteur dans les politiques publiques de notre pays. Ça a plu à de très nombreux investisseurs qui ont répondu présent et qui ont investi là où ça fonctionne. Seulement, la vision a sorti 2 écoles. Il y a une école qui est plus conservatrice qui va aller dire nous préférons capitaliser sur les 2 destinations qui fonctionnent le mieux, qui sont Marrakech et Agadir, et donc on met tout dedans parce que ça va permettre de tirer le reste vers le haut. Et puis vous avez une vision qui est plus, on va dire, progressiste, qui dit que l'ensemble du territoire marocain, à très juste titre, doit pouvoir bénéficier de l'embellie d'un secteur économique. C'est important. Alors, ces 2 visions-là, à un moment donné, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on tranche. On va où ? On le fait comment et avec qui? Et avec quels moyens surtout? Vous mettez en place une vision, c'est magnifique. Si vous n'y mettez pas les moyens, elle restera très jolie sur le papier. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous aurions pu mettre davantage de moyens pour donner une impulsion réelle et une chance de réussite à cette vision. Deuxième élément important qui fait ou pas le succès d'une vision, c'est sa gouvernance et la capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Or, nous connaissons tous l'historique des 10 dernières années. Il y a eu un certain nombre d'éléments conjoncturels, politiques, sociaux et autres qui ont fait que le curseur s'est déplacé régulièrement. La maturité naissante de cette industrie a permis
à ce secteur de rester quand même dans des performances pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu avoir, mais des performances quand même. C'est insuffisant parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont importants. Turquia, avec laquelle on donne l'exemple à tout bout de champ, a 2 stations Azure. Pourquoi on va en faire 6? Très bien. Là, on a 2. La question a été déjà résolue. Vous avez raison. Oui, Sal Gherbaoui. Fawzi Zmrani, Mehdi Michbel. Malheureusement, le temps de l'émission s'est écoulé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion très enrichissante. Oui, déjà, Monsieur Zmrani. En tout cas, merci encore une fois. Et en espérant que vous serez là lors ou après la présentation de la feuille de route suite à ce rapport du COMEX. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat.